Nous allons maintenant donc évoquer le placebo. Les placebos, donc, qui existent sous de multiples formes, hein, des injections, des boissons, des pilules bien entendu, et même des interventions chirurgicales factices. Ils fonctionnent très très bien, aussi bien parfois que les médicaments que l'on dit traditionnels. Donc pourquoi est-ce que les médecins ne pourraient pas en prescrire? Pour répondre à cette question et à beaucoup d'autres, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir donc Jeremy Howick, donc qui est philosophe, chercheur et directeur du Oxford Empathy Programme de l'Université d'Oxford. Il a publié une centaine d'articles universitaires sur l'empathie et l'effet placebo. Vous connaissez tous son best-seller, Dr You, donc Dr Vous en France. Et donc Jérémy signera cet ouvrage au terme de cette conférence. Et l'échange va être animé donc par Anne-Jean Blanc, journaliste Santé du Point. Un micro, ah voilà. Je suis absolument ravie de recevoir Jérémy, parce que Jérémy est quelqu'un d'assez étonnant qui va vous raconter une histoire, mais une vraie histoire scientifique, humaine et scientifique. Jérémy travaille à Oxford, comme l'a dit Hélène. Il est québécois, il a la gentillesse, alors qu'il pratique quand même moins le français depuis un certain temps que l'anglais, il a la gentillesse de nous répondre en français. Jérémy, alors, votre histoire, elle commence par la rencontre avec un chat. C'est pas banal hein, de commencer un débat scientifique comme ça, mais parlez-moi de ce chat, Jérémy. Le chat s'appelait Garfield. Et un charroux. Un charroux, c'est ça. Et ma sœur était malade, ma mère voulait lui rendre heureux, elle a acheté un chat pour ma sœur. J'ai développé une allergie aux chats. Dans le temps, je ramais je faisais de l'aviron pour l'équipe canadienne. J'ai même fait une course près d'ici à Mandelieu, la Napoule. C'est pas loin d'ici. C'est génial. Et j'avais des allergies, je pouvais pas dormir, je pouvais pas m'entraîner, je suis devenu très stressé. Le médecin m'a donné un médicament, un vaporisateur, et un des ingrédients était corticostéroïdes. Alors, quel vilain mot pour un sportif de haut niveau. Oui. Alors je me suis dit, est-ce que le corticostéroïde, c'est la même chose que les stéroïdes qui sont interdits? Alors j'ai écrit une lettre au Sport Canada, mais ils prenaient leur temps à me répondre, je ne sais pas pourquoi. Alors, mais je continuais, je suis devenu plus stressé, je m'entraînais pas. Au dernier moment, ma mère m'a dit, essaie mon ami qui est phytothérapeute. Je me suis dit, ça va pas marcher, ce sont des charlatans. Mais j'ai dit, je veux gagner des courses d'aviron, alors je vais essayer. Alors j'étais chez elle, j'attendais voir des cristaux partout, mais il n'y avait rien du sort. Seulement c'était plus propre que les bureaux de médecins normaux. Et on parlait pas seulement des symptômes d'allergie, mais aussi du stress de l'aviron à haut niveau. Après ça, elle m'a dit, mets un chapeau et une écharpe, ce qui est le sens commun en hiver au Canada, et bois du thé au gingembre. Je me suis dit, thé au gingembre, ça va pas marcher, mais c'est pas le poison parce qu'il y a beaucoup de gens qui en boivent. Après 3 jours du thé au gingembre, mes allergies ont presque disparu. Après ça, ma curiosité commence. Est-ce que c'était le thé au gingembre ou c'était l'empathie du phytothérapeute ou c'est l'effet placebo? Si c'est l'effet placebo, comment est-ce qu'on peut prouver? Comment est-ce qu'on peut faire un essai clinique de thé au gingembre contre notre thé qui goûte le même goût, même chose, mais qui n'est pas le thé au gingembre? Et en plus, si ça marche, on s'en fout. Pourquoi? Alors, ça m'a déclenché je voulais devenir banquier d'investissement, mais j'ai oublié ça et je suis devenu chercheur de placebo. Et moins d'argent. Hey, chercheur de placebo à Oxford, s'il vous plaît, quand même. Alors, donc, vous avez multiplié les travaux. Dans ce que vous dites déjà, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que, avec cette expérience, vous êtes devenu un opposant aux médicaments? Est-ce que vous êtes opposé à toute forme de médecine traditionnelle dite allopathique? J'adore les médicaments traditionnels. Je ne suis pas anti-vaccination, mais c'est la même chose que j'adore un bon verre de vin rouge, comme vous. Mais si je bois 12 verres de vin rouge, j'aurai mal à la tête, je peux devenir malade.
ça va coûter trop cher. Et maintenant, nous faisons la même chose avec les médicaments traditionnels. Nous en prenons trop. Nous dépensons trop d'argent et ça nous rend malades. Les erreurs médicaux sont la 3e cause du mort aux États-Unis. Donc médicaments oui, mais quand on peut les éviter, on les évite. Et donc on va rentrer dans l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? C'est connu depuis combien de temps? Ça marche comment? Les pilules placebo sont inventées par les Français. Donc c'est Denis Papin, c'est la première personne que je connais. Il a écrit en 1704 qu'il voulait avoir quelque chose pour aider ses patients sans leur faire mal. Alors il préparait des pilules de mie de pain blanc bien bronzées. Alors ça leur aidait et ça leur faisait pas mal. Alors le placebo, c'est quelque chose inerte en soi-même, mais qui avec le rituel médical peut néanmoins aider les gens. Et donc ça peut marcher dans tout ce qui est plutôt lié au psychisme, ou est-ce que ça peut marcher dans des maladies plus somatiques? Oui. Ce que la science du placebo démontre sans aucun doute, c'est qu'on ne peut pas séparer l'esprit et le corps. Si je demande à l'audience, pensez à une chose simplement qui est uniquement psychologique. Ça n'existe pas. Chaque pensée, on peut mesurer avec des machines très compliquées dans votre cerveau. Le cerveau, ce n'est pas psychologique. Donc, en principe, le placebo peut être puissant pour des choses pour lesquelles le corps peut s'auto-guérir. Mais ça, le corps peut s'auto-guérir pour beaucoup de choses. On peut avoir des exemples? Bien sûr, la douleur. Le corps produit des substances pharmacologiques comme les endorphines, que vous connaissez peut-être. Le mot endorphine veut dire seulement morphine endogène, c'est-à-dire que votre corps a une usine de morphine. C'est pas une exagération, c'est pas quelque chose que les charlatans disent, c'est vrai, c'est la vérité, c'est la science. Alors, le placebo peut déclencher cette usine de endorphine et d'autres chimies comme dopamine, oxytocine, même mon favori, c'est des cellules, je préfère le mot anglais, c'est natural killer, tueur naturel. Je sais pas, j'ai oublié le nom français, mais c'est le nom scientifique en anglais, c'est tueur naturel. Donc des cellules du système immunitaire? Oui, c'est ça, qui peuvent tuer des bactéries, des virus, même les cellules de cancer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber malade, mais nous avons tous des bactéries, des virus, des cellules de cancer qui sont toujours réglées par notre système immunitaire extrêmement puissant. Alors sans parler de ces pathologies liées au système immunitaire, il y a d'autres pathologies très très fréquentes comme l'hypertension artérielle, l'insomnie et même la dépression, vous dites. Mais est-ce que c'est pas plus lié au fait que le médecin est gentil avec vous et qu'il arrive à vous convaincre qu'un effet placebo différencié, je ne sais pas comment le dire autrement? Oui, une des choses que la science des placebos démontre, c'est qu'on peut pas séparer l'esprit et le corps. L'autre chose, c'est que on peut pas séparer le pilule et la gentillesse du médecin. C'est Platon qui a dit, il parlait d'un médicament pour les maux de tête. Il y a une certaine feuille qui est très puissant pour les maux de tête, mais seulement si c'est donné avec une incantation. Sans l'incantation, la feuille ne marche pas. Mais avec l'incantation, la feuille peut redonner la santé complète aux gens. Alors, est-ce qu'il y a maintenant beaucoup de travaux scientifiques sur cet effet placebo? Est-ce que dans le monde entier, il y a des publications? Vous publiez beaucoup. Vous faites aussi pas mal de méta-analyses, donc d'analyses de travaux différents. Scientifiquement, maintenant, pour vous, il n'y a plus de soucis, il n'y a rien à prouver encore? Il y a toujours des choses à prouver, mais quand j'ai commencé mes recherches il y a 15 ans, les gens qui étudiaient les placebos étaient plutôt vus comme des charlatans, des médecines alternatives. Maintenant, c'est devenu partie du science normale, c'est-à-dire il y a des chercheurs à Oxford, des chercheurs à Harvard, il y a des chercheurs partout dans le monde, en France. Alors maintenant, c'est devenu scientifique à cause de la magnitude des études avec des millions de patients qui démontrent sans doute que l'effet placebo, l'effet moyen est petit, mais que ça existe. Et pour certains gens, l'effet est très grand.
Mais vous dites que l'effet moyen est petit. Par rapport à l'effet moyen on va prendre, je sais pas, de l'aspirine sur mal de tête par rapport au placebo. Le placebo peut faire combien en plus ou en moins que l'aspirine qu'on a l'habitude de prendre? Les choses comme l'aspirine et l'ibuprofène qu'on peut acheter aux pharmacies sans... L'ibuprofène, oui, un anti-inflammatoire, oui. Merci, je m'excuse. Qu'on peut acheter aux pharmacies sans ordonnance. Les plus grandes méta-analyses ne démontrent aucun bénéfice plus grand que le placebo de l'aspirine pour les maux de tête. Alors, même si l'aspirine fonctionne pour votre mal de tête, en moyen, c'est à cause de l'effet placebo. Mais la différence, c'est que les placebos ont moins d'effets secondaires indésirables. Par contre, les aspirines, si on lit les petites lettres, c'est quoi le small print en anglais? On va pas le prendre, les notices. Il y a tellement, c'est vrai que c'est pas commun, mais ça arrive et c'est pas, ça fait peur. En le lisant, c'est pour ça que vous l'avez pas lu. Alors il y a un effet qui est encore plus étonnant pour moi que le placebo, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. En clair, si on vous donne de la farine dans de l'eau et qu'on vous dit ça peut vous faire mal à l'estomac, vous risquez d'avoir mal à l'estomac. C'est hallucinant ça. Je vous raconte une histoire vraie de Monsieur A. Monsieur A, il avait 26 ans, il s'est présenté à l'hôpital, il a dit « J'ai pris tous mes pilules antidépresseurs ». Il a tombé à terre. Il est tombé à terre. La bouteille de pilules a tombé aussi et les médecins l'ont vu, c'était bien des pilules antidépresseurs en cadre de essais cliniques randomisés. Ils ont dû donner 6 litres de l'eau salinée pour augmenter sa pression artérielle qui était 80/40, très bas. Alors, après quelques heures, il est toujours malade, mais le médecin de l'essai clinique est venu et a confirmé que M. A avait pris des placebos. C'est vrai. Une fois qu'ils ont informé M. A, il pleurait, mais après 15 minutes, tout allait bien. Sa pression artérielle a remonté à 120/80 et il est parti. Ça, c'est l'effet nocebo, qui est l'effet négatif des pensées négatives. C'est le contraire à l'effet placebo. Alors, j'ai fait une étude avec 250 000 de patients qui ont pris des placebos, comme des pilules de sucre. La moitié raconte qu'ils ont expériencé un effet secondaire indésirable, comme mal à la tête, dépression, nausées. 1 sur 20, c'est-à-dire 5%, ont quitté l'essai clinique à cause de ces effets secondaires. Par contre, ils prenaient des placebos. C'est très commun et après mes recherches, c'est plus puissant même que l'effet placebo. Même si on ne le dit pas aux patients, même si on ne dit pas attention, vous risquez d'avoir un effet secondaire, on a cet effet nocebo. C'est pas le fruit d'une mise en garde. Normalement, c'est parce que avant de se enregistrer dans un essai clinique, il faut lire tous les effets secondaires. Est-ce que vous savez qu'il y a une chance, risque de mal à la tête, nausée? Même si je dis le mot nausée, si je dis que ce que vous avez mangé pour le petit déjeuner, ça peut causer des sensations légères de nausée, statistiquement, la moitié de l'audience vont sentir quelques sensations dans leur estomac. Oui, voilà. Je connais pas l'hypnose, mais c'est ça. Alors, il faut que nous communiquions les effets secondaires d'une manière qui fait pas mal aux gens. Et ce qu'on fait maintenant, on fait mal aux gens. Même Google, les pays où il y a plus de sites Google sur les effets secondaires des médicaments, ça cause une augmentation de rapports d'effets secondaires. Alors, il faut faire attention avec ce qu'on lit aussi. Alors, on va toujours plus loin dans les choses bizarres. Jérémy parle, notamment dans son formidable livre, de la chirurgie placebo. Alors ça, je voudrais quand même savoir. Et en plus, vous l'avez expérimenté. Oui. Alors, j'essaie de ne pas être hypocrite. Par contre, j'étudie l'empathie et ma femme dit que je ne suis pas empathique. Mais on y viendra après à l'empathie. J'avais des lésions sur mon genou. J'ai fait mal au genou. J'ai vu les lésions assez sérieuses sur mon genou droite. Mon médecin a recommandé la chirurgie pour nettoyer
arthroscopie de genou. Mais je me suis dit, je suis en train d'écrire mon livre, il faut que j'essaie d'autres choses avant la chirurgie. Je ne suis pas contre, mais je suis contre comme première ligne d'attaque. Alors il m'a dit, bon Jérémy, votre lésion est très sérieuse, mais on peut essayer physiothérapie et le yoga et tout ça que tu fais déjà. Alors je l'ai essayé, j'ai fait la physiothérapie, j'ai fait mon yoga, mes pensées positives, relaxation, je me suis bien soigné, dormir assez, tout ça. Après 1 an, j'ai couru ma première et ma seule jusqu'à date marathon. Alors je me suis guéri. Au début, je pouvais même pas plier ma genou. Alors j'ai expérimenté ça. Il y avait beaucoup. Maintenant, j'ai découvert il y avait 57 essais cliniques de chirurgie vraie contre chirurgie placebo, où ils coupent les gens, mais ils font pas la chirurgie. On fait l'incision, on anesthésie, on fait l'incision, on referme et on fait comme si on avait opéré. Oui, c'est ça. Et dans plus de la moitié des essais cliniques, ils ont démontré que la chirurgie placebo est aussi puissante que la vraie chirurgie, sauf qu'il n'y a pas des effets secondaires indésirables, moins de risques. C'est logique. La radiologie de votre genou, elle dit quoi aujourd'hui? L'imagerie de votre genou, elle dit quoi aujourd'hui? Je sais pas, mais je veux pas savoir, parce que je peux faire ce que je veux. Je vais courir cet après-midi, il fait tellement beau ici. Je vais profiter du temps. Alors on va toujours plus loin dans cet effet placebo, parce qu'on va maintenant dans le placebo dans le placebo honnête, entre guillemets. C'est-à-dire que le médecin vous donne un placebo, donc on n'est plus dans un protocole thérapeutique avec placebo contre médicament. On vous donne un placebo, on vous dit que c'est un placebo et vous guérissiez. Il y a une femme, une vraie histoire, qui s'appelle Linda Buonono à Boston. Elle avait mal à l'estomac, tellement mal, elle ne pouvait pas sortir de sa maison. Elle s'est inscrite dans une essai clinique randomisé d'un placebo honnête, où les médecins l'ont dit, ça c'est un placebo, comme une pilule de sucre, mais qui néanmoins peut aider des gens comme vous à travers des mécanismes esprit-corps auto-guérissons. Ça marchait. Elle savait que c'était un placebo, ça marchait. Elle pouvait sortir de la maison, mais au fin de l'essai clinique, il n'y avait plus de placebo. Elle est allée aux pharmacies pour demander des placebos. Elle dit, monsieur, s'il vous plaît, des placebos. Il a dit non, c'est vrai. C'est contraire à l'éthique de vous donner des placebos. Alors, j'ai fait une méta-analyse d'études cliniques randomisées des placebos honnêtes. Ça peut aider la douleur de dos, pour les enfants qui ne peuvent pas rester assis, TDAH, c'est oui, ça? Oui, les hyperactifs, les enfants hyperactifs. Oui. Tous les enfants sont hyperactifs. Alors, et aussi la dépression. Et ça, vous l'expliquez comment? Le corps peut réagir même si le cerveau ne le croit pas ou le croit. Alors, ils comprennent que c'est seulement un placebo, mais le corps réagit au rituel médical. Alors, c'est-à-dire que c'est comme le conditionnement pavlovien. Alors, parfois, si quelqu'un a peur d'une araignée, même s'ils savent que l'araignée n'est pas poison, ils vont réagir, ils auront peur. Aussi, s'ils ont eu des bonnes expériences avec le système médical, le fait de rentrer du bureau du médecin, leur corps réagit en produisant ces endorphines, etc., pour leur aider. C'est comme ça que ça marche. Il faut vraiment un rituel, il faut dire c'est du placebo, mais vous le prenez à 10 heures le matin avant de vous coucher. Il faut instaurer un rituel pour que ça marche mieux. Le rituel, ça aide, mais je ne veux pas dire que c'est pas nécessaire d'avoir un rituel de mentir aux gens. Seulement d'être gentil, d'être empathique, c'est pas un rituel. Mais c'est vrai que les rituels aident aussi. C'est pour ça que, oui, c'est vrai, il y avait un médecin sur un bateau, sur le naval, il a préparé ses médicaments qui goûtaient dégoûtants, il pue, et dit que ses patients guérissent plus vite que si c'est pas les médicaments qui sont plus plaisants. Il y a aussi la couleur du placebo qui intervient. Oui, normalement, la couleur rouge, orange, c'est un stimulant, et bleu et vert, c'est comme moins stimulant, sauf parmi les hommes italiens où la couleur bleue
acte comme stimulant parce qu'ils l'association bleue, c'est avec leur équipe de football. C'est pas, Azzurro. c'est pas avec le Viagra. Je connais pas la couleur de Viagra. Je suis. C'est bleu, c'est bleu. Ok. En France, on parle de la petite pilule bleue, donc voilà. Il y a deux mots que vous avez prononcés sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Il y a le mot éthique et puis il y a le mot Éthique. empathie. Commençons par l'éthique. Vous dites que souvent les médecins ne prescrivent pas ces médicaments-là parce que c'est pas éthique. Est-ce que vous incitez les médecins à le faire quand même? Je pense qu'il y a des cas où les placebos peuvent être donnés dans un cadre éthique. C'est-à-dire, parfois, des patients disent « je veux un antibiotique ». Et le médecin dit « non, je sais que vous avez une rhume qui peut pas être guérie par un antibiotique ». Dans ces cas-là, un placebo honnête peut marcher. Mais je pense que c'est dangereux de faire ça quand même, parce que ça peut encourager une attitude de prendre trop de pilules. Donc, ce que j'encourage, c'est donner un effet placebo sans pilule placebo. C'est là où on arrive à l'empathie. Alors l'empathie, c'est une notion extrêmement importante. On rêve tous d'avoir des médecins très empathiques, comme de rencontrer dans la vie quotidienne des gens très empathiques. Vous enseignez l'empathie, ça s'enseigne l'empathie? C'est comme conduire. Si je demande qui est mieux que moyen à conduire, la majorité vont dire oui, c'est impossible. La majorité sont... Mais même si on sait conduire, on peut améliorer. L'empathie, c'est vrai que les êtres humains sont empathiques, mais ils peuvent améliorer. Et j'ai démontré ça avec une grande étude. Alors, l'empathie, j'ai démontré avec une méta-analyse que la communication empathique et positive peut réduire la douleur, réduire l'usage de morphine, de réduire le temps qu'on reste à l'hôpital après une chirurgie. C'est comment une consultation empathique pour vous et une consultation pas empathique? Alors j'imagine bien, la pas empathique, il a le nez sur son ordinateur, vous avez 17 secondes pour parler, mais la vraie consultation... D'abord, il coupe la parole. Je vous en prie, monsieur. Allez-y. Je m'excuse, mais j'ai coupé la parole pour montrer. Il y a des je sais bien. médecins qui coupent la parole. Après savoir l'ordinateur entre les deux personnes. Ici, les médecins disent vous pouvez seulement discuter un problème à la fois. Mais c'est impossible. La plupart des problèmes chroniques, il faut parler pas seulement, par exemple, du douleur de dos, mais des problèmes sociaux, la fumée, le poids et tout ça. Alors, il faut demander des questions qui ouvrent la personne dans son entier et pas seulement réduire la personne à une machine simple. Vous avez une très belle histoire à ce sujet dans votre livre d'une femme sur l'empathie. Oui, la femme, j'ai une collègue, on va l'appeler Anne, qui enseignait des étudiants médicaux très intelligents de Oxford. Alors c'est Bien intelligent. sûr, oui. Alors, l'équivalent, c'est quoi ici? C'est une des grandes La Sorbonne? écoles. Non, La je sais Sorbonne, pas, oui. Sorbonne. Alors, ces étudiants très intelligents, ils faisaient le diagnostic d'une femme qui avait mal à l'épaule. Ils ont pris 7 pages de notes. Ils ont suivi toutes les choses des preuves. Après, ils ont prescrit 2 médicaments, antidouleurs et anti-inflammatoires. Ma collègue Anne est très empathique. Elle a dit, ce que les étudiants ont fait, c'est pas faux, mais quelque chose me dit qu'il y a quelque chose de plus qu'ils n'ont pas encore découvert. Elle s'est assise à côté du patient et les médecins qui s'assoivent, les chirurgiens qui s'assoivent, les patients pensent qu'ils prennent plus de temps même s'ils n'en prennent pas. Alors elle s'est assise, elle parlait. Après quelques minutes, la femme a raconté une tragédie avec un de ses enfants. La femme commençait à pleurer. Après quelques minutes de pleurer et de parler, les larmes ont arrêté et la douleur est arrêtée. Mais il faut penser à ça parce que si ils avaient prescrit les médicaments, ce qui n'est pas mal, parfois nous avons besoin des médicaments, mais si on prescrit dans les cas où on ne devrait pas prescrire, ça peut amener un chemin de plus en plus de médicaments, plus fort, dépendance et pour certains la mort. La dépendance sur les opioïdes
aux États-Unis cause plus de Bien morts sûr. que l'héroïne et la cocaïne combinées chaque jour. Alors après, il y a des messages que vous passez que j'aime beaucoup, c'est la notion de qualité de vie, de lutte contre le stress. Pour vous, c'est l'ennemi numéro 1? Oui, nous avons tous un système immunitaire extraordinaire. Il y a des choses qu'on peut faire pour le supprimer et pour le augmenter. Le stress, en général, c'est très compliqué, mais ça supprime le système. Alors il faut déstresser. Et pour déstresser, alors vous pratiquez la méditation, vous pratiquez le yoga, vous pratiquez les sports de combat. Enfin, vous avez le temps de travailler? Oui, et je suis toujours stressé parfois, même avec le travail. Donc en pratique, vous je sais pas, il faut méditer. On est là dans les pouvoirs méconnus du cerveau. Est-ce qu'il faut méditer tous les jours? Je sais que vous le faites. Il faut faire, c'est comme notre iPhone. C'est très puissant, mais si on ne le charge pas, ça ne marche pas. Alors le stress, c'est comme marcher le corps et le cerveau sans le charger. Il faut se charger. Et le mot méditation, il y a des gens qui ont peur. Il y a 1000 options. Relaxation, méditation, prière répétitive, yoga traditionnel, qigong, tai chi, marcher lentement sur la bord de la mer ici, à notre ville merveilleuse. Alors oui, mais il faut le faire. Et il y a des techniques très simples qu'on peut faire rapidement. Il n'y a pas d'excuse de ne pas le faire. C'est bon. Et on se rend compte des bénéfices tout de suite, immédiats. Alors pour terminer, avant de vous donner la parole, parce que je pense qu'il y aurait des questions, il y a aussi une notion qui est importante pour vous, c'est l'altruisme. C'est bon pour les autres et c'est bon pour soi. Oui, il faut faire des actes altruistes pour aider les autres, mais mes études ont démontré que quand nous aidons les autres, notre santé mentale augmente. Et les gens qui font ça régulièrement vivent plus longtemps. Je peux dire l'histoire, mais je vais répondre aux questions. Donnez l'histoire rapidement et après on prend les questions. Okay. Il y avait un homme, Wesley Autry, il attendait le 2 janvier à New York aux stations de train. Il y avait un étudiant, Cameron Holopeter, qui était épileptique. Il a eu une crise, il a tombé sur les rails. Wesley Autry était avec ses 2 filles. Il a dit à quelqu'un, gardez mes filles ici. Il a sauté sur les rails pour enlever l'étudiant, mais le train approchait rapidement. Il ne pouvait pas lever Cameron. Alors, tout à coup, il a pesé sur Cameron, il l'a mis en bas et il a essayé de mettre lui et Cameron en bas pour que le train passe à travers. Le train l'a vu, mais c'était trop tard. Il a passé à travers sans tuer. Seulement son chapeau a tombé. Alors, ce que Wesley a fait, c'est qu'il a sauvé la vie de Cameron Holopeter. Mais ce qu'il ne savait pas dans le moment, c'est qu'il cédait aussi. Alors, j'espère que tout le monde, pendant cette conférence, va faire un acte altruiste, au moins une pendant la fin de semaine. Merci. Alors, Merci beaucoup, bravo. Jérémy. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Beaucoup de questions, donc n'hésitez pas Patricia, au premier rang. à lever la main. Alors, merci. Vraiment fascinant. Il y aurait des milliers de questions, mais en fait, on a peur de ne pas pouvoir les contrôler, ces placebos. C'est-à-dire, si je vous demande un placebo anti-stress, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une sorte de formule magique qui implique l'empathie et qui implique l'utilisation des mots qui peuvent plus ou moins apporter une suggestion qui est thérapeutique et qui aide le corps à soigner soi-même. C'est comment on arrive à contrôler cet effet et à les maximiser. Et en corollaire, est-ce que le fait de ne pas savoir qu'une pilule est un placebo aide par la suggestion? Parce qu'en général, quand on croit en quelque chose, l'effet est plus important, le fait d'y croire
pousse dans la direction, en fait, d'avoir un effet. Et un troisième, est-ce qu'on pourrait penser, imaginer d'appliquer ça dans les domaines du cancer? En fait, on connaît que rien que les mots cancer paralyse, bloque et met notre organisme dans une position de défaite, alors que c'est de la suggestion. Et on sait très bien qu'au début, le cancer est contrôlable. Il n'est pas contrôlable si on le laisse avancer. Donc, est-ce qu'il y a des moyens? Je sais, ça fait beaucoup de questions, pardon. Mais voilà, ces 3 questions, si vous pouvez répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le cancer, mon livre, on peut l'acheter juste là, par hasard. Et vous allez le signer à la fin de la conférence. C'est dédié à ma mère qui est morte du cancer de stage 4. Alors, je ne suis pas, ni les choses que je parle, ni les médicaments traditionnels peuvent tout guérir. Mais l'empathie peut aider. Une fois, j'étais avec ma mère à l'oncologue et elle avait des questions. C'était sévère. Stage 4, c'était partout. Elle avait des questions. Ça veut dire métastase partout, vous dites? Métastase, dans les 4 endroits que... D'accord, ok. En tout cas, c'était sérieux. Elle avait des questions pour l'oncologue. D'abord, on attendait pendant 8 heures dans la salle d'attente. Ça, c'est pas empathique. Deuxièmement, elle avait des questions. Il est venu, il regardait les notes. Il a dit, bon, tout va bien. Et tout va bien dans ce cas. Ça ne veut pas dire que ça va bien. Ça veut dire que ça se devient pas pire plus rapidement que normal. Il se tourne vers la porte. Il met sa main sur la poignée du porte. Elle a dit, attends, j'ai des questions. Il dit, OK, mais il laisse sa main sur la poignée du porte. Il a répondu aux premières questions. Elle n'a même pas osé demander la deuxième. Maintenant, s'il était plus empathique, est-ce qu'il allait sauver ma mère? Non. Mais il allait augmenter la qualité de vie de ma mère pendant ces moments. Et ces moments sont tout ce qu'elle avait. Alors, c'est plus difficile dans ces cas-là, mais ça peut ça peut augmenter les traitements merveilleux que vous donnez. Maintenant, comment est-ce qu'on peut contrôler? La première chose, malheureusement, la majorité de nos pensées sont négatives. Nous nous donnons des nocebo, beaucoup trop. Alors d'abord, il faut nous mettre en neutre. Quand nous sommes relaxés, quand nous nous déstressons, les pensées négatives ne sont pas stressantes. Et après ça, il faut se donner des pensées positives. Et il faut être empathique envers nous-mêmes. Nous avons plus de l'empathie pour nos chiens que pour nous-mêmes. Si le chien fait quelque chose de mal, s'il mange quelque chose qu'il ne devrait pas manger, on est fâché pour un moment, mais on oublie tout de suite. On ne lui rappelle pas le lendemain pendant le lendemain. Mais pour nous faisons une erreur, nous nous rappelons pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est bon de penser pour essayer d'éviter de refaire l'erreur. Mais après ça, il faut être empathique. Il ne faut pas ruminer ces erreurs. Il ne faut pas ruminer, ça c'est de nocebo. Alors, J'espère que nous avons une répondu. question, madame. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voudrais remercier les personnes qui ont pensé au programme de ces belles journées. Je voudrais faire le lien avec l'intervention juste avant, justement parce que par rapport à l'intelligence artificielle dont on nous a parlé juste avant, ce que j'ai trouvé intéressant dans la présentation de monsieur, c'est la question du nocebo et de l'empathie, que justement, par rapport à ce qui était dit, sur l'intelligence artificielle, ce sont des éléments qui me paraît l'empathie manquée cruellement, c'est-à-dire vraiment l'aspect humain de la machine. Et l'autre aspect aussi sur la médecine prédictive, je m'interrogeais, alors malheureusement j'ai pas pu poser la question sur la médecine prédictive avec l'IA, mais sur l'effet nocebo d'une éventuelle médecine prédictive où on nous dirait vous avez tel profil chimique, biologique, donc vous risquez telle pathologie, et provoquer chez le patient la crainte, l'anticipation, comme dans le film Minority Report dans un autre sujet, mais voilà, c'est juste pour faire un lien avec ce qui était dit avant. Et ma question sera plus sur le côté, je m'interpelle sur le côté énergétique du placebo. Est-ce qu'on peut dire que le placebo, d'une certaine manière, est une forme de médecine énergétique dans le sens où il fait appel à des émotions humaines qui sont l'empathie, donc éventuellement l'amour pour notre prochain. Également le fait des incantations,
Est-ce que le concept d'avoir une incantation, de dire à la personne prenez ceci, ça va vous faire du bien, c'est une incantation d'une certaine manière. Donc ça peut être mis peut-être dans l'énergétique. Et le dernier aspect par rapport à l'énergétique, c'était quand on écoute une personne et qu'elle exprime des choses négatives, des pensées négatives qui lui polluent le cerveau, elle va l'exprimer par la parole, ça va être extériorisé, ça va être entendu et accueilli par le thérapeute, quel qu'il soit. Est-ce que ça ne serait pas aussi quelque part de l'énergétique, donc la question énergétique avec le placebo? Merci beaucoup. Merci pour cette question. D'abord, l'intelligence artificielle. Depuis l'année 1972, des études démontrent que les machines peuvent faire le diagnostic mieux que les humains pour beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que ça avance. Pas seulement dans le domaine médical, mais dans le droit et tout ça, ce sont l'intelligence artificielle qui est en train de prendre nos boulots. Alors, mais l'empathie, c'est la dernière chose que les robots intelligents vont prendre. Par contre, pas tous les humains sont empathiques. Et ils ont déjà fait des essais cliniques avec des robots. Et c'est bizarre, mais il y a des patients qui pensent que les robots ont de l'empathie. C'est impossible dans un sens philosophique, mais l'impression des gens, c'est qu'il y a des robots qui sont empathiques. C'est un nouvel domaine. Je suis en train de promouvoir l'empathie dans l'éducation médicale parce que je pense que la future des médecins serait pas focusée sur la technique parce que les robots ont une mémoire plus grande que nous, mais sur l'empathie. Deuxième chose, l'énergie. C'est sûr que les placebos... Je veux dire une blague que mon ami m'a racontée. Il a dit, Jérémy, cette chose, le placebo et tout ça, c'est le charlatanisme. C'est comme dire, si je mets du thé Earl Grey dans ma voiture, et je pense vraiment que ça va marcher, que ma voiture va rouler plus rapidement. Alors j'ai répondu, bien sûr, si je mets du thé Earl Grey dans la voiture, ça va pas rouler plus rapidement, même si je le pense. Mais le corps n'est pas une voiture. Il ne faut pas le traiter ainsi. Alors, parler de l'énergie, c'est très compliqué, ça veut dire beaucoup de choses, mais ce que je dirais, c'est que c'est sûr que le corps est plus qu'une machine assez simple. Et c'est tout ce que je peux me permettre à dire. Mais merci pour vos questions. Merci. Alors, il y a une question là-haut, on me dit, mais... Bonjour, merci. Je voulais savoir, est-ce qu'en cas de pandémie ou épidémie, comme c'est le cas avec le coronavirus, est-ce qu'il y a un effet nocebo sur les défenses immunitaires à force d'entendre répétitivement par les médias ce qui se passe, et aussi l'effet inverse, un effet placebo par des gouvernements qui rassurent? Et si c'est le cas, alors quelle est la responsabilité éthique des médias et du gouvernement justement sur cet effet? C'est difficile à répondre parce que c'est le point qui m'ont invité, et ceux qui sont les médias. Mais le point... Il faut répondre, Jérémy, il faut répondre. Non, mais le point, bien sûr, c'est une magazine exceptionnelle. Mais vous reviendrez l'an prochain. Mais c'est vrai que c'est les nouvelles qui font peur vendent plus que les bonnes nouvelles. C'est comme les cas d'abus d'enfants. La vaste majorité de parents n'abusent pas leurs enfants. Mais ce n'est pas dans les nouvelles. Alors, les médias, comme je dis, les drogues statins pour maladies cardiovasculaires, les pays où ils ont plus de sites Google qui mentionnent des effets secondaires, ça cause une augmentation d'effets secondaires de statins. Alors, je pense que, je ne sais pas si les médias, on ne peut pas contrôler les médias, on peut nous contrôler. Et c'est difficile parce que nous sommes tous addicts aux médias sociaux. Nous dépensons des heures sur nos téléphones et tout ça. Quand j'ai un problème, j'adore le chocolat. Quand j'étais très jeune, ma mère rationnait mon chocolat.
je n'avais pas le droit de manger trop. Mais maintenant, je peux me permettre à manger autant que je veux, c'est pas cher. Il faut que nous rationalisions les pensées négatives pour éviter. Et c'est clair, on n'a même pas, j'ai des preuves scientifiques, mais on n'a pas besoin de preuves scientifiques. L'empiricisme, ça veut dire qu'on fait confiance à les sens. Si vous lisez quelque chose de triste, on peut pleurer. Quelque chose de fâché, on devient fâché. Quelque chose de beau, on va sourire. Alors c'est sûr que ce qu'on laisse entrer dans notre cerveau, ça nous influence. Alors il faut le gérer, bien sûr. Il y a une question, madame, là. Voilà. Un autre micro arrive, madame. Oui, alors je voulais juste partager, j'ai une anecdote personnelle. J'ai un enfant qui est TDAH, justement, et qui est médiqué, qui prend des médicaments, en fait, pour lui permettre de suivre à l'école et d'être concentré. Et en fait, au début, pendant ces multiples rééducations, j'avais convenu avec les rééducateurs que de temps en temps, je lui donne pas comme ça, on constate ce que ça fait. Et effectivement, pendant les séances où je lui donnais pas, les résultats étaient assez catastrophiques, il n'arrivait même pas à écrire, etc. Donc, en fait, j'ai monté une petite combine, petit à petit, très méthodologique, où j'ai commencé à lui donner, sans prévenir les rééducateurs. Et, les retours que j'avais, j'avais des séances où il me disait super, il a été super concentré pendant cette séance, et les résultats commencent à vraiment progresser petit à petit. Alors moi, je baisse petit à petit les doses jusqu'à ne plus lui donner du tout. Alors je me suis interrogée. Qu'est-ce qui fait que ces résultats et son écriture, en fait, il n'arrivait plus à écrire sans médicaments, mais avec les médicaments, il écrivait. Je l'ai constaté moi-même. Et je me dis, mon fils sait qu'il ne prend pas des médicaments. Il a bien sûr, c'est un garçon super intelligent, il a compris ma petite combine et il n'en parle pas parce que, je lui ai pas dit de ne pas en parler, mais il a tout compris. On peut vous demander une question parce qu'on on est dans le temps un petit peu court, donc votre question. Mais en fait, je me dis, qu'est-ce qui fait que même lui s'améliore, ne sachant que il prend pas, sachant qu'il prend pas de placebo finalement. Et ce que je me dis, dans ce cas, il n'y aura pas de question. Ce que je me dis, c'est que en fait, ces rééducateurs, en fait, ils lui insufflent quand même une confiance qui est instaurée dans le fait qu'ils sont eux-mêmes rassurés, qu'ils prennent des médicaments et rassurés sur les résultats que ça va générer. Et peut-être cette confiance le nourrit aussi pour trouver des modes compensatoires qui l'aident un peu à éviter cette prise médicamenteuse et pouvoir continuer comme ça. Voilà. Merci pour ce Merci témoignage. beaucoup. D'abord, ce que vous avez fait, ils ont fait ça dans un essai clinique. Ils ont réduit la dose du médicament à TDAH, ce qui est méthamphétamine, aux enfants, et ça marchait. Une étude dans les années 60, ils ont fait une test parmi les enfants à l'école. Une test, ils ont dit que ça va identifier les enfants qui vont apprendre très rapidement. 20%. Ils ont identifié les premiers 20% des étudiants. Après un an, ces étudiants qu'ils ont identifiés, leurs résultats en mathématiques, en anglais, étaient beaucoup mieux que les autres. Mais ils étaient choisis d'une façon randomisée. Le fait de croire que l'enfant va aller mieux, ça cause les enseignants, les parents peut-être à traiter différemment. Ce que je peux pas commenter sur votre fils, mais ce que je dis que l'amour de la mère, c'est un médicament énorme. Alors ça, c'est une chose. Et l'ATDH, c'est prescrit, c'est surmédicamenté. Il y a un garçon sur 7 qui ne peut pas s'asseoir pendant 8 heures. C'est fou. Il donne des médicaments. Maintenant, en Angleterre, s'il fait soleil, ils disent « Oh, il ne peut pas jouer dehors. Il fait soleil, ils peuvent se brûler. » S'il pleut, « Oh, il ne peut pas jouer dehors. Il pleut. Ils vont
de devenir malade. Si un enfant peut s'asseoir pendant 7 heures, ça c'est anormal. Alors, bravo pour votre intervention. Moi, je voulais vous remercier, Jérémy. Je voulais vous dire qu'on est obligé d'arrêter. Merci beaucoup. Bravo. Merci.